Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il est avocat, docteur en droit et chroniqueur sur différents plateaux de médias et avec nous une semaine sur deux tous les mercredis. Frédéric Bérard, salut. Salut Frédéric Tendé, je suis comme en garde partagée finalement avec toi. Sur ça je le sais. On a, disons, un menu assez bien chargé pour cette dernière chronique de la saison. On va se transporter en Iran. Lorsqu'on s'est parlé il y a 2 semaines, l'Iran n'était pas dans le collimateur ou presque pas. Faut savoir que les choses ont beaucoup bougé, changé. Et tout ce qui s'est passé là-bas, ça évoque, on en a parlé souvent ensemble, tout ce qui touche le droit international. Ouais. En fait, ce qui a été invoqué par Trump et Israël, et le concept de frappe préventive. Il est important d'aller frapper l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran est en train de se doter de l'arme nucléaire. Les preuves à cet effet-là sont encore très, disons, nébuleuses. Surtout qu'on sait qu'en 2015, Obama avait fait une entente avec l'Iran pour empêcher justement ce type d'armement. Or, en droit international, je pense, Frédéric, c'est important de savoir qu'à l'article 2 de la Charte de l'ONU, il est interdit expressément de faire des frappes unilatérales contre l'intégrité territoriale d'un pays sans un accord quelconque. Et c'est exactement ce qui s'est produit ici. En d'autres termes, si je le dis différemment, il n'existe pas de concept de frappe préventive en droit international. Donc, ce qu'a fait Israël était illégal, ce qu'a fait les États-Unis était illégal, de la même manière. Mais attends, là, certains pourraient dire que, de notre côté, l'Iran s'est engagé à ne pas enrichir de l'uranium à des fins militaires ou pour faire une bombe. Donc, certains pourraient dire que l'Iran sont pas beaucoup mieux en transgressant ces ententes qu'ils avaient signées auparavant. Sauf que les ententes étaient des ententes bilatérales, ententes Iran-États-Unis. Donc, ce ne sont pas des ententes qui sont protégées par le droit international qui est un peu sous la tutelle de l'ONU, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça. Puis, il faudrait pas oublier aussi une autre affaire. Quelles sont ces preuves-là que l'Iran a l'arme nucléaire ou serait sur le point de l'avoir? Moi, j'ai rien vu de très, très probant, mais ça me fait beaucoup penser à, tu te rappelleras, ce qui s'était produit en 2003 lors de l'invasion de l'Iran, quand Colin Powell, le secrétaire d'État de George W. Bush, est allé devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il avait dit, oui, ils ont des armes de destruction massive, là, c'est incroyable, il faut y aller rapidement, parce que sinon, ça va mal finir. Qu'est-ce qu'il a dit 10 ans plus tard, en 2013, Powell? Il dit, tout ça est inventé, c'est un mensonge pur et dur, je suis désolé, on a inventé ça pour attaquer l'Irak. Moi, ça me fait réellement penser à ça, et je te dirais qu'il y a 2 nuances importantes entre 2003 et aujourd'hui. C'est qu'en 2003, au moins, les États-Unis ont tenté d'aller chercher l'accord de l'ONU, sont allés s'expliquer au Conseil de sécurité. Bon, c'était n'importe quoi, mais quand même. Alors qu'aujourd'hui, on sait bien que Trump est débarqué là. Je ne sais même pas s'il s'est achalé une seconde d'aviser l'ONU. Et l'autre différence qui est importante, là, on sort du cadre du droit international, mais on entre dans celui du cadre du droit constitutionnel américain. Un président américain ne peut pas bombarder, ne peut pas attaquer un autre pays sans l'accord du Congrès, chose que Trump n'a pas obtenue par définition, au contraire de Bush en 2003. Et dernière chose dans ce secteur du monde, Frédéric Bérard, au début, c'était donc ça brassait entre Israël et la bande de Gaza. Il y a eu le Liban, là, il y a l'Iran. Le Qatar a été touché indirectement parce qu'on a attaqué une base, là, lorsque l'Iran a répliqué, on a attaqué une base américaine au Qatar. Là, on se demande quel sera le prochain pays ou la prochaine région qui sera donc peut-être le lieu d'une guerre ou encore de conflit. Ça, c'est une sacrée belle question. Tout dépendra de comment se déroulera, à mon avis, ce qui se passe actuellement en Iran. Quelle sera la réaction de l'Iran? Tu l'as dit, elle a lancé elle-même des missiles sur le Qatar. Est-ce que ça créera une escalade? Bon, ça fait maintenant 48 heures. Espérons que non. Mais on va s'entendre sur une chose, j'imagine. Tout ceci est une poudrière épouvantable. Et là, d'aller jouer là-dedans, en envoyant Israël donner les claques sur la gueule en premier, parce qu'on se comprenne bien, jamais Israël ne serait allé attaquer l'Iran s'il n'avait pas l'appui direct de Washington. Moi, je suis déjà allé en Israël, puis je les comprends de paranoïer un peu, là. C'est minuscule, là. C'est un petit poids, Israël, là, sur une grande map, et évidemment qu'ils craignent des attaques de l'un et l'autre. Mais pour que l'Israël se déguise lui-même
en agresseur, parce que c'est ce qu'il a fait, là. En faisant des frappes préventives, c'est une violation du droit international, vous êtes agresseur, mais c'est clairement que Washington est derrière lui. Maintenant, qu'est-ce que fera Washington? Est-ce qu'il dira à Israël, OK, là, ça suffit, comme Donald le dit hier, bon, est-ce que ça va tenir? Ça, c'est la bonne question. Parce que si Donald continue de servir d'Israël comme satellite pour aller écœurer un et l'autre, ben là, il y a des possibilités, évidemment, que tout ceci vire très mal. Ben justement, allons faire un tour au pays de Donald, aux États-Unis, pour revenir sur les dernières frasques de l'escouade ICE, celle qui s'occupe d'immigration illégale, selon leurs termes. Est-ce qu'on peut considérer ce commando, je ne sais pas comment l'appeler précisément, comme légitime? J'aime le terme commando. Hein. Moi, ce qui me vient en tête quand je vois le ICE, puis vous pouvez aller voir ça hein, sur Instagram, il y a un paquet de vidéos sur d'autres plateformes aussi. Le ICE débarque déguisé, non identifié, la face cachée, essentiellement. Et je suis très sérieux, là. Leur face est masquée par des foulards ou toutes sortes de trucs. Donc, vous prenez sur la rue. Techniquement, vous n'avez absolument aucune idée qu'il s'agit d'agents du ICE. Donc, le terme commando est excellent, Frédéric. Moi, j'aurais dit milice. Rendu là, c'est probablement la même chose. Et ils n'ont pas de numéro de matricule non plus, on devine, là, s'ils sont masqués. Là. Non, ils ne sont pas identifiés autrement. Là. C'est pas, par exemple, je sais pas moi, l'agent Tremblay ou autre. Donc, vous n'avez aucune idée à qui vous faites affaire. Et il y a des femmes, notamment, qui se sont fait arrêter, qui se sont fait lancer dans le panier à salade, comme ça, avec une sauvagerie assez inégalée, disons ça de même. Et ces gens-là disaient, mais vous êtes qui? Je vais appeler la police. Puis là, on leur répondait, c'est nous, la police. Mais quelle est l'autorité du ICE? Quelle est la légitimité du ICE? Et là, vous avez vu dans plusieurs vidéos encore, il y a des manifestations aux États-Unis contre le ICE, notamment dans des quartiers résidentiels, dans des quartiers populaires, au Dodger Stadium. On a vu exactement la même chose. Les Dodgers ont dit au ICE, vous ne rentrez plus ici sur notre stationnement, vous n'avez pas d'affaires là. Pourquoi? Parce que nécessairement, le ICE agit de manière illégale. En droit, c'est important de savoir que pour qu'une police puisse vous arrêter, il faut que la règle de droit le permette. Il faut qu'une règle de droit dise au corps policier, tu peux arrêter tel individu dans telle circonstance. Ici, on a clairement l'impression que le ICE fait absolument n'importe quoi. Ils vont arrêter des enfants dans les écoles primaires, des enfants dans les écoles secondaires. Ils vont arrêter des gens dans les palais de justice. Ils ont arrêté une juge à Milwaukee. Ils ont arrêté des Autochtones en Arizona pour les expulser au motif qu'ils n'étaient pas américains. Ils ont arrêté d'autres citoyens américains qui étaient un peu trop foncés à leur goût. Donc, en d'autres termes, c'est une espèce de machination qui était difficile à imaginer il y a de ça un an à peine. Là, on s'y retrouve. Et moi, la question que je pose, c'est la suivante. C'est si votre police n'est pas légitime, si votre police agit illégalement, si votre président refuse de suivre les ordonnances judiciaires comme que c'est le cas de Donald, est-ce qu'il est normal que la population se révolte et se dise, moi, je ne vais pas me plier au dictat de cette même police, qu'elle aille au diable. Et là, on a une crise, tu le vois bien, de légitimité constitutionnelle. Parce que dans un État de droit, on est obligé de respecter les corps policiers. Parce que autre chose que je me demande, Frédéric Bérard, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas identifiés, je me demande même si leur opération, leur arrestation sont documentées. Et si, exemple, dans quelques années, il y a des poursuites possibles, est-ce que tout ça est documenté? Est-ce qu'il y a des preuves de ces opérations? Là, tu soulèves une fantastique question. Honnêtement. Et la réponse, c'est non. C'est nécessairement que c'est pas documenté. Ces gens-là agissent hors, c'est ce que j'essaie d'expliquer, hors le cadre de la loi. Et ça, tout ceci fait en sorte qu'on est dans une espèce de, comment je dirais, de stratosphère de l'arbitraire, là, disons-le bien franchement, parce que dans un État de droit, je me répète, puis je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, les policiers agissent de manière telle, la règle de droit les appuie, OK, la puissance publique leur permet de faire ci ou de ne pas faire ça, et si jamais ils violent vos droits, par exemple en droit canadien, vous pouvez faire rejeter la preuve en vertu de la charte, ou vous pouvez poursuivre les corps policiers si vous avez été battus, si vous avez été arrêtés à tort. Il y en a qui sont détenus pendant des 10 jours, des 2 semaines dans des prisons un peu pourries. Ils n'ont absolument aucune idée pourquoi ils sont là. Et là, comme tu viens de le dire, comment on fait pour exercer des recours contre une autorité fantôme? Parce que c'est ce dont on parle essentiellement. On termine avec un tour au Québec avec... Ça, c'est documenté, ça, il n'y a pas de crainte. Là. Parlons de Bernard Drinville qui attaque le droit des grèves des syndicats. Et tu as une précision à faire avant de faire ton commentaire là-dessus.
Oui, ben en fait, en toute transparence, il y en a qui le savent, mais je le dis quand même, je suis l'avocat de la FAE en rapport à un recours qui s'en va en Cour suprême. Donc, divulgation de conflits d'intérêts assurés, permis la parenthèse. Moi, quand j'entends Bernard Drinville attaquer le droit des syndicats de faire la grève, on l'a vu là, il y a de ça 2 jours, et on a vu aussi d'autres une proposition des jeunes caquistes qui a été adoptée il y a peut-être 2 semaines, justement pour mater les syndicats. On a un projet de loi actuellement qui vise à limiter la durée de grève, qui est un projet de loi qui est inconstitutionnel. Moi, ce que je me dis, Frédéric, je dis, faut faire attention, là, parce que les syndicats, on peut ne pas être d'accord avec leurs revendications, ça, c'est tout à fait correct, c'est légitime, mais on ne peut pas les empêcher d'exercer un droit fondamental. Et le droit de grève est prévu à l'article 2D de la Charte canadienne. C'est un droit qui est donc protégé constitutionnellement. Après ça, l'exercice qu'on en fait, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, c'est autre chose. Mais d'aller limiter ce même droit-là, ça, c'est un problème. Et d'aller attaquer l'exercice lui-même, c'en est un autre. Puis je finirai en disant que quand Bernard Drinville attaque un recours qui est entrepris par un syndicat comme la FAE, recours qui vise à assurer la représentation de ses membres, qui est une obligation légale qu'a la FAE envers ses membres. Et je trouve ça abject, je vais le dire bien franchement, parce que Drinville ajoute ceci, puis ça, moi, je trouve ça épouvantable. La FAE attaque une loi qui a été votée à la majorité de l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est parce que toutes les lois sont adoptées par définition par la majorité de l'Assemblée nationale. Et si vous voulez pas qu'il y ait de contrôle judiciaire de vos lois, vous ne voulez pas vivre dans un état de droit, vous voulez pas vivre en démocratie, vous voulez faire en sorte qu'une loi, quand une loi est adoptée, c'est fini, merci et bonsoir, et il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité possible. Franchement, c'est honteux et je pense qu'on doit dénoncer ce type de dérapage. On voit ce qui peut se passer au sud de la frontière et je pense que le Québec vaut beaucoup mieux que ça. Frédéric Bérard, merci beaucoup. Dernière chronique de la saison. J'aimerais te dire repose-toi pendant l'été, mais comme je te connais et comme je vois ton horaire et tes différentes chroniques et tes coups de gueule, je crois que le repos sera tout de même actif, mais j'insiste pour que tu en profites tout de même pour prendre de belles journées au chalet, en nature, en famille avec des proches, pour que tu puisses recharger les batteries et te retrouver en pleine forme pour la prochaine saison. T'es bien gentil de te soucier de tout ça, mais dis-toi que si je continue la radio ailleurs cet été, c'est comme un joueur de baseball qui va dans la ligue d'hiver pour se tenir réchauffé pour la saison prochaine. Donc, t'inquiète pas, j'y serai en grande forme. Merci à tous tes auditeurs, toutes tes auditrices. Il y en a qui m'écrivent ici et là sur Facebook ou ailleurs. Franchement, c'est un plaisir. Et pour pas dire un petit honneur de chroniquer sur tes ondes et accessoirement d'être ton ami. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Bon été.